Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce cours qui s'adresse en priorité aux étudiants en première année en psychologie à l'Université Clermont-Auvergne, mais qui pourra intéresser toute personne qui aimerait en savoir plus sur la psychologie comme discipline et sur la manière dont on l'enseigne à l'université. Alors le cours a trois objectifs principaux. D'abord justement présenter la psychologie comme discipline, la confronter aux idées reçues qu'on peut avoir sur le comportement humain en général. Deuxièmement, présenter le cursus de l'enseignement de la psychologie à l'université. Et troisièmement, s'intéresser aux différents titres qui tournent un petit peu dans le domaine de la psychologie, comme psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc. Et voir les différences qui existent entre ces différents titres. Donc chacun de ces trois objectifs fera l'objet d'une vidéo séparée. Et on va commencer tout de suite par présenter la psychologie en tant que discipline. Alors la psychologie a ça de particulier que nous avons tous un peu une idée sur le fonctionnement du comportement humain de nos congénères, puisque dans la vie de tous les jours, on a de multiples interactions sociales, on est confronté à de nombreux comportements, et un peu naturellement, on va essayer de comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent, essayer de prédire comment ils se comporteront dans telle ou telle situation, si on leur parle de telle ou telle chose, etc. Et finalement, ces très nombreuses interactions peuvent nous donner une certaine sensation d'expertise. On peut avoir l'impression d'être assez bon pour comprendre comment les gens se comportent, avoir une bonne intuition sur les autres. Et on pourrait, de ce point de vue, penser que finalement les études en psychologie, eh bien, ça va être renforcer cette disposition un peu naturelle qu'on aurait à comprendre les autres. Or, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lorsqu'on s'intéresse à notre capacité à comprendre les autres, on se rend compte qu'on a un certain nombre de fausses croyances sur le fonctionnement des humains, sur le fonctionnement du cerveau et sur le comportement humain en général. Et ces fausses croyances ne sont pas du tout confortées par les recherches scientifiques. Alors, si on s'intéresse en particulier aux fausses croyances qui existent chez les étudiants en première année de psychologie, donc peut-être qu'il y aurait une certaine appétence pour comprendre les autres, on peut regarder un article de Lillian Field et collaborateurs en 2010 qui répertorie un certain nombre d'études sur le sujet, et on s'aperçoit en fait que les étudiants en première année de psychologie sont assez nombreux à adhérer à un certain nombre de fausses croyances. Par exemple, ils sont 66% à penser qu'exprimer sa colère permet de la réduire, ce qui n'est pas du tout conforté par les études scientifiques sur le sujet. Ils sont 45% à penser que les détecteurs de mensonges détectent vraiment les mensonges. 77% à penser que dans une relation amoureuse, les opposés s'attirent. D'ailleurs, je trouve celle-ci un peu amusante parce que, en fait, les deux proverbes existent, si on s'y intéresse. Donc on dit d'une part que les opposés s'attirent, mais d'un autre côté, on dit aussi qui se ressemble s'assemble. Donc ça nous donne un petit peu un indice sur la fiabilité de la sagesse populaire sur le comportement humain. Si on continue un petit peu, on a d'autres mythes du type les souvenirs rappelés par hypnose sont particulièrement précis. 35% des étudiants pensent que c'est vrai. Sans doute un mythe qui a été un peu transmis via les médias, les séries télé, les films, etc. 77% des étudiants qui pensent que les personnes atteintes de schizophrénie ont des personnalités multiples, etc. etc. Je ne vais pas faire l'entièreté de toutes ces études. Vous pourrez aller les voir en allant voir l'article de Lillian Field et collaborateurs en 2010. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en tout, dans un livre qui date de 2009, Lillian Field et ses collaborateurs ont répertorié 300 mythes erronés à propos du cerveau et du comportement humain. Donc on voit qu'il y a finalement un nombre assez important de fausses idées à propos de comment est-ce que les humains fonctionnent. Et ces fausses idées ne sont pas sans conséquences. Donc d'une part, notre intuition sur le comportement et le fonctionnement du cerveau est donc pas toujours si exacte que ça, ne correspond pas à ce que les scientifiques ont démontré, mais en plus, ça va avoir un impact dans différents domaines de la société, comme par exemple dans l'éducation, puisque si je ne comprends pas très bien comment les apprentissages se font, ça peut avoir un impact sur le type de pédagogie que je vais mettre en œuvre, par exemple. Dans la justice, si je comprends mal la manière dont les souvenirs se construisent, dont la mémoire fonctionne, et on reviendra là-dessus, eh bien, ça va avoir un impact sur la manière dont je reçois les témoignages. Dans les médias, où les types d'informations qui sont choisis par les journalistes peuvent répondre parfois à certains biais cognitifs. Dans la vie de tous les jours, il y a de
très nombreux exemples. On peut par exemple citer le fait que notre formation d'impression, la formation que je me fais des impressions sur les autres personnes autour de moi répond à certaines règles. Et si j'en suis pas conscient, je peux en être un petit peu victime. Et bien sûr, dans le domaine médical, puisque je pense en particulier aux maladies mentales, et avoir une bonne connaissance des maladies mentales est indispensable, évidemment, si on veut les traiter correctement. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous propose de s'intéresser à 2 exemples en particulier, et de commencer tout de suite par l'exemple de la solidité de nos souvenirs, l'impression qu'on peut avoir que, finalement, quand j'arrive à me rappeler de quelque chose, je m'en rappelle assez précisément. Alors pour cet exemple, on va commencer par une petite expérience. Pour cette expérience, je vais vous demander de récupérer un papier et un crayon, ou en tout cas de quoi noter. N'hésitez pas à mettre la pause pour aller récupérer ça. Ok, une fois que c'est bon, je vais vous demander de garder le papier et le crayon de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, ne les utilisez pas. Et on va commencer par une liste de mots que je vais vous présenter. Et votre objectif est très simple, votre objectif est de mémoriser le plus de ces mots possible. D'accord? Et vous aurez 1 minute pour le faire. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Plus que 10 secondes. Ok, c'est fini. Alors, on va continuer avec une deuxième tâche que vous allez avoir à faire. Je vais vous lire des séries de chiffres et votre objectif va être de les répéter, mais à l'envers, donc en commençant par le dernier chiffre que j'ai dit. Essayez de vraiment jouer le jeu, de répéter les chiffres à voix haute si vous êtes seul, et puis si ça vous gêne un petit peu, essayez au moins de les répéter à voix basse. Alors, donc par exemple, si je vous dis 3, 4, 8, 9, votre objectif va être de dire 9, 8, 4, 3. Donc c'est parti pour la première liste. 3, 6, 4. À vous. Ok, on continue. 5, 1, 3. À vous. Très bien, on continue. 7, 3, 8, 5. À vous. Ok. 1, 4, 2, 9. À vous. Un peu plus difficile maintenant. 3, 5, 2, 8, 7. À vous. Ok, pour finir, 9, 1, 3, 4, 6. À vous. Ok, super. Je vais vous demander de récupérer votre papier et votre crayon, ce que vous avez pris pour noter, et vous allez avoir 1 minute pour écrire le plus de mots possible de la liste, donc le plus de mots possible que vous avez mémorisé. Attention, c'est parti.
Il vous reste 10 secondes. Ok, posez votre stylo maintenant. Et on va s'intéresser un tout petit peu au résultat. Juste avant de commencer, je vais vous donner une petite explication sur cette petite tâche de chiffres qu'on a fait entre deux, là, où vous deviez répéter les chiffres à l'envers. Mon objectif à ce moment-là était de charger ce qu'on appelle votre mémoire de travail, votre mémoire à court terme, on va dire, pour l'instant, et pour voir ce qui avait vraiment été mémorisé, donc ce qui était vraiment rentré dans votre mémoire à long terme. Alors, voyons justement ce qu'il en est en regardant les résultats. On va s'intéresser à certains mots qu'on appelle les mots critiques. Donc je vais vous demander de regarder si parmi les mots que vous avez notés, dont vous vous êtes rappelé, est-ce qu'il y a le mot cheval, ou alors le mot voiture, ou alors le mot marteau. Donc, regardez bien s'il y a un de ces trois mots, ou plusieurs de ces trois mots. Ok, je vous ai laissé vérifier. Alors, si c'est le cas, si vous avez un de ces trois mots, ou plusieurs de ces trois mots, c'est très intéressant parce que ce sont des mots qui n'étaient pas dans la liste. Et donc ça veut dire que vous vous êtes rappelé de mots que vous n'avez pas mémorisés, que vous n'avez pas encodés. Alors comme je suis un petit peu curieux, pour ceux d'entre vous qui le veulent bien, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires de la vidéo soit le hashtag mot critique 0 si jamais il n'y avait aucun de ces trois mots critiques dans la liste des mots que vous avez rappelés, le hashtag mot critique 1 s'il y avait un de ces trois mots, un parmi les trois, dans la liste des mots que vous avez rappelés, mot critique 2 s'il y en avait 2, et mot critique 3 s'il y en avait 3. Évidemment, je compte sur vous pour ne pas expliquer à quoi correspond le hashtag, et puis pour ne pas mettre les mots critiques, pour ne pas empêcher les gens de profiter de la vidéo correctement. Alors donc, ce paradigme, cette expérience que vous venez de faire correspond à un paradigme très connu en psychologie qui s'appelle le paradigme DRM, du nom des inventeurs du paradigme. D'ailleurs, c'est un petit peu amusant parce que c'est un paradigme qui avait été inventé à la fin des années 50 par Dease, mais à l'époque, ça n'avait pas eu grand succès dans la communauté scientifique. Les autres scientifiques ne s'y étaient pas trop intéressés. Et dans les années 90, Rodiger et McDermott ont finalement réinventé le paradigme par eux-mêmes. Et donc maintenant, on donne le nom quand même des trois auteurs au paradigme, en tout cas l'initiale de leur nom au paradigme. Alors ce qu'on trouve classiquement comme résultat lorsqu'on fait cette expérience, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On va s'intéresser aux barres noires. Très souvent, plutôt que de faire réécrire la liste, comme vous avez fait vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter des mots aux participants et on va leur demander si c'était des mots qui étaient dans la liste d'après eux ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance. Alors quand on fait ça, la barre de gauche là correspond à des mots qui étaient réellement dans la liste, et les gens vont reconnaître correctement ces mots dans 76% des cas environ. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on leur présente des mots critiques, donc un peu comme ceux que vous avez eu vous, donc des mots qui n'étaient pas dans la liste, mais qui sont reliés sémantiquement avec les mots de la liste, eh bien, on observe qu'ils reconnaissent, ils pensent avoir vu ces mots dans la liste dans 45% des cas. Donc, c'est un effet qui est loin d'être négligeable, et puis qui en dit long sur notre mémoire. On est capable de se rappeler de choses qu'on n'a pas réellement vécues, qu'on n'a pas réellement encodées. Bon, à ce stade, vous êtes peut-être un petit peu sceptique quand même. Vous vous dites, ok, avec des mots, c'est une chose, mais en ce qui concerne mes souvenirs, ce que j'ai vécu dans mon enfance ou ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, je m'en rappelle quand même correctement. Donc, c'est la question de savoir si notre mémoire épisodique, donc les épisodes de notre vie dont on est capable de se rappeler, est également affectée par ce phénomène. Et c'est une question que se sont posées les chercheurs. Donc il y a un très grand nombre d'expériences sur ce sujet-là. Je vous en ai choisi une que je trouve assez sympa et assez représentative des autres. Alors dans cette expérience, les chercheurs faisaient venir des étudiants au laboratoire et avant de les faire venir, ils contactaient leurs parents sans le leur dire et ils récupéraient auprès des parents une vieille photo de l'étudiant quand il était enfant. Donc là, par exemple, c'est la photo A, où on a une photo d'un de ses étudiants quand il était petit garçon avec son père. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils trafiquaient cette photo en la fusionnant avec une photo de voyage en ballon, la photo B, ce qui leur permettait d'obtenir une photo comme la photo C, où on voit l'étudiant quand il est petit en train de faire un voyage en ballon. Alors, évidemment, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont vérifié, bien sûr, auprès des parents auparavant, que l'enfant n'avait en réalité jamais fait de voyage en ballon lorsqu'il était enfant. Ok, donc une fois qu'ils obtiennent cette photo trafiquée, ils la présentent aux étudiants et ils leur demandent de raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé durant le voyage en ballon, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, etc.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une part non négligeable des étudiants qui, du coup, se rappellent réellement avoir fait ce voyage en ballon, sont capables de donner des détails sur ce qui s'est passé avant, après, pendant, etc. Et sont même franchement étonnés lorsqu'on leur explique à la fin de l'expérience qu'en fait, ben non, cette photo ne correspond à aucun événement réel, ils n'ont pas vécu de voyage en ballon lorsqu'ils étaient petits. Alors ce que ça illustre, cette expérience, c'est que notre mémoire peut nous paraître fiable, on peut se dire qu'on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a fait quand on était petit, mais que lorsqu'on se rappelle de quelque chose qui nous est arrivé, on se rappelle tel que cela s'est passé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas, la mémoire est reconstructive. Ça veut dire que le contexte dans lequel on est au moment où on se rappelle des événements, eh bien, ça a un impact important sur la manière dont on va se rappeler ce qui s'est passé. Une autre manière de dire ça, c'est que on ne revit jamais deux fois le même souvenir de la même manière. Donc on va reconstruire le souvenir à chaque fois, et à chaque fois le souvenir sera un petit peu différent. Donc là, on a un exemple assez fort, je trouve, de croyance un peu populaire sur la mémoire, qui est complètement contredit par les expériences scientifiques, et puis qui peut avoir un impact très important dans la vie de tous les jours, hein. Et puis on peut penser au jugement, par exemple, quand on s'appuie sur des témoignages, donc sur des souvenirs de personnes, et on peut commencer à se poser des questions sur la fiabilité de ce que racontent les témoins, etc. Ok, donc on va maintenant passer au deuxième exemple. Alors mon premier exemple était issu de la psychologie cognitive, donc qui s'intéresse globalement à la façon dont notre cerveau traite l'information. Et mon deuxième exemple va être issu de la psychologie sociale, qui s'intéresse davantage aux interactions entre les individus et à l'impact du contexte social dans son ensemble. Alors, en psychologie sociale, il existe un effet bien connu qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Et d'après cet effet, on aurait une tendance générale à expliquer les comportements des gens, plutôt en s'appuyant sur ce qu'on suppose être leur personnalité, et on aurait tendance à sous-estimer le contexte dans lequel ils sont en train d'agir. Donc quand je vois quelqu'un faire quelque chose, et que j'essaye de comprendre pourquoi il agit comme il agit, je vais plutôt avoir tendance à me dire que c'est dû à sa personnalité plutôt qu'au contexte dans lequel il agit. Par exemple, si vous voyez devant vous quelqu'un donner de l'argent à un sans-abri, vous auriez tendance à plutôt vous dire que c'est parce que cette personne est généreuse, elle a une personnalité qui la pousse à être généreuse envers les autres personnes, plutôt que à prendre en compte le contexte qui pourrait potentiellement expliquer pourquoi la personne a agi comme elle l'a fait. Autrement dit, on aurait tendance à surestimer la nature, donc la personnalité qu'on suppose que les gens ont, plutôt que le contexte dans lequel ils agissent. Or, la psychologie sociale a démontré depuis longtemps que le contexte est une variable très importante qui explique une grande partie des comportements qu'on observe. Et je vais vous donner un exemple issu d'un article assez classique de la psychologie sociale qui s'appelle Effect on Feeling Good and Helping, Cookies and Kindness, donc les cookies et la gentillesse. Et dans cette étude, il y a deux expériences. Je vais vous présenter les deux expériences que je trouve assez sympas. Alors, dans la première expérience, il faisait venir des étudiants au laboratoire, et sur le chemin du laboratoire, il y avait quelqu'un qui offrait des cookies à la moitié des participants, et l'autre moitié des participants ne se voyait pas offrir de cookies. Alors évidemment, les participants ne savent pas du tout que c'est en lien avec l'expérience, hein. De leur point de vue, ils croisent juste quelqu'un, et pour la moitié d'entre eux, cette personne leur offre des cookies, et pour l'autre moitié, c'est pas le cas. Donc ils arrivent au laboratoire, ils rencontrent l'expérimentateur qui leur explique que, en fait, il cherche des volontaires pour les aider dans ses études. Et il y a deux conditions différentes. À la moitié des participants, lorsque l'expérimentateur explique ce qu'il étudie, il leur explique qu'il s'intéresse au tutorat, donc à la manière dont le fait d'aider quelqu'un lors de ses révisions peut l'aider à obtenir de meilleures notes. Et donc il leur dit qu'il a besoin de personnes, de volontaires qui veulent bien donner de leur temps pour jouer ce rôle de tuteur, hein, donner de l'aide à quelqu'un pour l'aider à réviser. Pour l'autre moitié des participants, il leur explique qu'il s'intéresse plutôt à la distraction et à son impact sur les révisions. Et donc il leur explique que cette fois-ci, il a besoin de volontaires, mais pour créer une perturbation pendant que quelqu'un révise. Donc globalement, ça consiste à aller à la bibliothèque universitaire, à faire du bruit à côté de quelqu'un qui révise, à être gênant, etc., etc. Donc on a un comportement
d'aide, donc on demande aux participants d'être volontaires pour avoir un comportement aidant, dans la moitié des cas. Et dans l'autre moitié des cas, on a un comportement de perturbation, donc on demande aux participants s'ils veulent bien donner de leur temps pour aider à perturber d'autres étudiants. Alors voilà les résultats. Donc ce que vous avez sur l'axe Y, donc la variable dépendante, la VD, ce qu'on mesure, c'est le nombre de temps en minutes que les participants sont prêts à donner pour participer à l'étude de l'expérimentateur. Et ce qu'on voit, c'est que dans la condition cookie à gauche, le nombre de la moyenne de temps qui est offerte par les participants à l'expérimentateur est bien plus importante que dans la condition prosociale, donc où ils doivent aider d'autres personnes, que dans la condition de perturbation. Puisqu'on a environ 70 minutes en moyenne de temps que les étudiants acceptent de donner à l'expérimentateur dans la condition où ils doivent aider, et environ 20 minutes dans la condition où ils doivent perturber d'autres étudiants. Dans la condition où les participants n'ont pas reçu de cookie avant, on observe exactement l'inverse. Donc cette fois-ci, les étudiants en moyenne sont prêts à donner beaucoup plus de leur temps lorsqu'il s'agit d'aller perturber d'autres étudiants que lorsqu'il s'agit d'aller les aider. Donc là, on voit dans cette première expérience déjà que un comportement prosocial, donc un comportement d'aide envers quelqu'un d'autre, dépend quand même pas mal du contexte, juste préalable à l'expérience. Alors, deuxième expérience qui impliquait des cabines téléphoniques, donc ces vieux artefacts que vous avez peut-être déjà vus dans des films. Et donc, dans ces cabines à l'époque, c'était des cabines à pièces qui étaient utilisées aux États-Unis. Et ce que les expérimentateurs vont faire, c'est que dans certaines conditions, ils vont s'assurer qu'il n'y ait aucune pièce qui traîne dans la cabine. Et dans une autre condition, ils vont laisser une pièce traîner. Donc ils attendent que quelqu'un vienne passer un coup de fil. Pour la moitié d'entre eux, donc ils ont laissé une pièce, et pour l'autre moitié, non. Et tout de suite après que la personne sorte de la cabine, il y a un complice de l'expérimentateur, qui est une jeune femme, et qui laisse tomber des dossiers juste devant le participant. Et ce qu'on va mesurer, c'est le nombre de participants qui veulent bien s'arrêter pour aider la jeune femme à récupérer ses dossiers, selon qu'ils aient récupéré une pièce juste avant ou pas. Voilà les résultats. Dans la condition à gauche, où les participants ont trouvé une pièce dans la cabine téléphonique, ils sont plus de 80% à vouloir aider la jeune femme, alors qu'ils sont moins de 20% à ignorer complètement la personne. Et dans la condition où ils n'ont pas trouvé de pièce, c'est exactement l'inverse qu'on observe, presque 100% de gens qui ignorent la jeune femme, et un tout petit pourcentage seulement qui s'arrête d'eux-mêmes pour aider la personne. Donc ce qu'on voit dans cet exemple, dans ces deux exemples, dans ces deux expériences, eh bien, c'est que finalement le contexte dans lequel on est, donc ce qu'on vient juste de vivre, a un impact déterminant sur les comportements qu'on va avoir, contrairement à cette idée un peu naïve qu'on a tendance à avoir, de penser que la personnalité est le principal déterminant de nos comportements. Alors, comment faire pour compenser pour ces fausses intuitions? Parce que je pense que je vous ai montré depuis le début que notre bon sens est faillible lorsqu'il s'agit de comprendre le comportement et le fonctionnement des humains. Et donc, on pourrait se demander comment font les scientifiques, quelle est la méthode qu'emploient les scientifiques, et puis les professionnels aussi, en psychologie, pour savoir comment comprendre le comportement humain, comment comprendre la maladie mentale, etc. Donc, la psychologie à l'heure actuelle est basée principalement, presque exclusivement, sur la méthodologie scientifique. Et cette méthodologie scientifique est basée sur la méthode expérimentale que vous allez voir en cours. Alors, selon cette méthodologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas donner le même poids à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on entend, pour savoir si une affirmation est fiable ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une échelle de preuves que je vous présente ici. Et vous voyez tout de suite qu'il y a deux parties dans cette échelle de preuves. Donc, dans la partie basse, on a tout ce qui relève du témoignage. Donc, que ce soit un témoignage un peu général, donc une sagesse populaire généralisée, un témoignage rapporté, donc quelqu'un qui nous dit qu'il a vécu quelque chose, ou même une anecdote personnelle, quelque chose qui nous est arrivé à nous personnellement. Alors, pourquoi? On a vu tout à l'heure que nos souvenirs sont reconstructifs, donc on ne peut pas se fier tant que ça à nos souvenirs. Puis j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais c'est pareil pour notre perception, elle peut être facilement biaisée. On a des biais cognitifs également qui vont changer la manière dont on va obtenir de l'information autour de nous, ou dont on va se rappeler certaines choses.
Donc, pour tout cet ensemble de raisons, on va considérer éventuellement ces anecdotes comme des indices, quelque chose qu'on pourrait avoir envie d'aller étudier, mais en aucun cas comme une preuve. Alors le summum de ces indices, c'est la parole d'un expert, donc quelqu'un qui a passé sa vie sur un domaine, lorsqu'il parle de son domaine, bien sûr, pas lorsqu'il parle d'autre chose. Et donc un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par les autres personnes de son domaine comme étant un expert, et c'est un peu, quelque part, l'indice le plus fort qu'on peut avoir à ce niveau-là. On va passer dans la deuxième partie et rentrer là plutôt dans ce qu'on appelle les preuves factuelles. Alors, parmi les preuves factuelles, le premier niveau, c'est une étude scientifique. Donc vous aurez un TD qui sera entièrement dédié à vous expliquer pourquoi les études scientifiques sont des preuves factuelles. Pour faire très court aujourd'hui, je vais simplement indiquer que pour pouvoir publier une étude scientifique, on doit passer par une évaluation assez sévère et que cette évaluation assure une certaine qualité des études qui sont publiées. Mais un point important à retenir, c'est qu'une seule étude, une seule expérience, eh bien, c'est un niveau de preuve qui est dit faible. C'est-à-dire que lorsque vous lisez quelque part une étude montre que, ce qu'il faut réellement lire, c'est une étude suggère que, parce qu'on est à un niveau de preuve relativement faible. Ce qui est important, c'est la réplication, c'est-à-dire lorsque plusieurs équipes de chercheurs, indépendamment les uns des autres, trouvent les mêmes résultats. Et c'est pour ça que dans les expériences scientifiques, on va expliquer avec beaucoup de détails notre protocole, la manière dont on a obtenu les données qu'on a obtenues, de façon à ce que d'autres scientifiques soient capables d'essayer de répliquer, de reproduire ces expériences. Donc quand on commence à avoir plusieurs réplications du même effet, on commence à avoir un niveau de preuve qu'on appelle un niveau modéré. Alors le niveau encore supérieur, c'est le niveau de la méta-analyse ou de la revue systématique. Donc là, on est dans le cas où on a déjà plusieurs réplications, et on va avoir quelqu'un qui va faire une étude qui consiste à aller regarder toutes les expériences qui ont été faites sur un sujet, à les comparer entre elles, en n'en ignorant aucune, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, et à faire des statistiques sur ces expériences pour en tirer une conclusion. Et si la méta-analyse montre qu'un effet existe, alors on est sur un niveau de preuve qu'on estime assez fort. Et puis au bout d'un moment, on va avoir plusieurs méta-analyses qui vont dans le même sens, et là, on commence à être dans le consensus scientifique, qui est le niveau de preuve le plus élevé qu'on utilise en sciences, et donc en psychologie. Alors à ce stade, on pourrait se dire qu'avec une pyramide de preuves aussi rigide, la méthode scientifique finalement est assez fermée, assez hermétique aux nouvelles idées qui sortent de son cadre. Alors pour vous montrer que ce n'est pas le cas, et parce que je trouve que c'est une illustration intéressante, je vais vous parler d'une type de thérapie qu'on appelle l'EMDR. Alors cette thérapie, elle a d'abord été proposée dans un article qui date de 1989 par Francine Shapiro. Et sans entrer dans les détails, là on voit déjà que dans son article, il y a une description assez précise de la façon dont elle s'y prend pour mettre en place cette thérapie. Je vais vous résumer très rapidement. Dans ce type de thérapie, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à des participants de se rappeler un souvenir traumatique. Et puis, pendant qu'ils se rappellent ce souvenir traumatique, on va leur faire des mouvements d'yeux de gauche à droite, en bougeant le doigt simplement, de part et d'autre, assez rapidement. Et ce que prétend Francine Shapiro dans son article à l'époque, c'est que les effets sont assez spectaculaires. Voilà les résultats dans l'article à l'époque. Donc vous voyez à gauche donc la condition de traitement, donc très rapidement la variable dépendante, donc ce qu'elle mesure, ce qui est sur l'axe Y, et un type de mesure de l'anxiété. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, disons que c'est une sorte de mesure de l'anxiété qui va de 1 à 10. Donc on voit que dans le groupe de traitement, on a une diminution spectaculaire de cette anxiété rapportée par les participants. Dans le groupe contrôle, dans lequel ils ont eu une session placebo, on n'a pas du tout de changement dans l'anxiété, peut-être même une légère augmentation. Et puis ensuite, ces groupes contrôle ont bénéficié pour des raisons éthiques du traitement, mais après l'expérience. Et chez ces personnes-là, on a à nouveau une diminution de l'anxiété similaire à ce qui était observé dans le groupe traitement. Alors c'est d'autant plus étonnant, ça peut peut-être vous surprendre, en tout cas ça a surpris les scientifiques à l'époque,
Que là, on est en train de parler d'une seule session de 50 minutes pendant laquelle je me rappelle des souvenirs traumatiques et puis je regarde quelqu'un bouger le doigt, quoi. Alors, effectivement, dans les années 90, il y a eu une énorme controverse sur cette thérapie. Et du coup, il y a eu des études qui ont essayé de répliquer pour voir si ça fonctionnait ou pas, qu'est-ce qui était nécessaire, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un mouvement d'yeux ou pas, est-ce que des stimulations latérales suffisaient, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, les réplications et finalement les méta-analyses ont montré qu'il y a une efficacité importante dans différents types de traumas de ce type de thérapie. Donc ça, c'est dans les années 2000 environ. Et du coup, la thérapie, même si à l'époque on ne comprenait pas trop pourquoi elle fonctionnait comme elle fonctionne, a été acceptée par la communauté scientifique comme étant une thérapie valable. Et puis, évidemment, depuis les années 2000, et même déjà un petit peu dans les années 90, il y a des scientifiques qui se sont intéressés à comprendre quel mécanisme explique l'efficacité de cette thérapie, et ça a permis en retour d'améliorer cette thérapie. Donc en fait, quelque chose qui était un petit peu bizarre à la base est rentré complètement dans le processus de recherche, dans la littérature scientifique, et est admis comme une connaissance scientifique fiable maintenant. Donc vous voyez que si quelqu'un avance quelque chose d'extraordinaire, mais met à disposition un article avec une méthodologie assez précise pour qu'on puisse essayer de comprendre, déjà de répliquer dans un premier temps pour voir si l'effet existe et ensuite de le comprendre, la science accepte totalement, la communauté scientifique plutôt, disons, accepte totalement ce genre de nouvelles idées et va s'en emparer sans aucun problème. Si vous voulez en savoir plus sur cette thérapie, je vous ai mis des ressources dans la description, vous pourrez aller voir différents articles là-dessus. Alors, en conclusion de cette première partie sur la psychologie comme discipline, on a vu que la recherche en psychologie s'appuie sur des protocoles rigoureux, reproductibles, qu'elle apporte une très grande importance à la réplication, qu'il faut que les études soient répliquées avant qu'on estime qu'il y ait une fiabilité suffisante pour s'appuyer dessus. Et les pratiques professionnelles, thérapie, pédagogie, intervention dans des entreprises, etc., vont s'appuyer sur ces résultats qui sont issus de la méthode scientifique. Et donc on comprend bien qu'il est primordial pour une personne qui travaille dans le métier de la psychologie de savoir consulter cette littérature scientifique, lire les bons articles, les bonnes méta-analyses, évaluer la force des preuves en faveur ou en défaveur d'une pratique professionnelle, de manière à pouvoir s'y adapter.